Et c'est bâti sur la force et le savoir de professeurs comme Gérard Jeune. On le salue. Ça me parle tellement parce que j'ai vécu une histoire, mais un peu plus. Je sais pas si c'était la même chose que toi. Moi, j'étais encore au primaire. Je sais pas si. Ouais, moi aussi. Ah, Ouais, j'étais en troisième année moi, primaire. j'étais en primaire. Chez nous, c'est, je sais pas à quoi ça correspond au Canada. CM2, donc la classe avant le lycée. Et Mhm. j'avais un. Mais la relation était un petit peu différente parce que autant j'ai toujours aimé ma liberté, mais nous on l'appelle le maître. Le maître, chez nous on appelle le maître. Ouais. C'était quelqu'un qui sort qu'il est en bas. Je le vois chaque fois que je vais au Cameroun. Et j'arrive pas. Pourtant j'ai des professeurs à l'université avec qui on se tutoie, on se parle. Mais lui, j'arrive pas, même. Il dégage comme une sorte de respect. J'arrive pas à regarder comme ça. Je l'appelle toujours 8 mètres, un peu comme dans les arts martiaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce Oui, oui, qu'il bien m'a sûr. Mais tellement en fait, inspiré, il m'a donné beaucoup, beaucoup de pouvoir avoir confiance en moi, mes capacités à pouvoir avoir des meilleurs résultats. Et surtout, il, il te disait que tu peux le faire. voilà. Donc c'est pour ça que ça me parle tellement. Et à chaque fois, je vais le voir. Et à chaque fois, je me surprends, donc je me regarde moi-même pendant que je parle avec lui et je vois à quel point il a plus d'influence sur moi que pratiquement mes parents, quoi. Donc quand il me parle, je baisse les yeux et j'écoute. Oui, mais en fait, c'est la même relation que j'ai avec Gérard Jeune, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que ça fait, je le connais depuis la très grande majorité de ma vie, depuis plus de 40 Mhm. ans. Et aujourd'hui, je lui, quand je lui parle, c'est Monsieur Jeune. Même si on se tutoie, mais c'est C'est Monsieur le Jeune réflexe, quand même. t'arrives pas, c'est resté en fait. Ouais. Oui, monsieur, oui, Voilà, maître. exact. Voilà. Incroyable. Donc voilà. Alors, ça m'a permis de faire des études. Ça m'a permis aussi de réaliser que à travers des études, j'avais une clé. Très jeune, j'ai appris l'importance d'avoir un métier. Mm, Donc, je ne voulais pas avoir un diplôme, je voulais avoir un métier, une profession. mhm, Donc, quand tu es ingénieur, avocat, médecin, c'est un métier, c'est une vocation. Donc, alors, j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup les science-fiction d'ailleurs. Et pour moi, c'était important d'aller dans un métier de l'avenir, un métier que je pouvais rêver à inventer mm. l'avenir. Alors c'est de là que j'ai fait des études en génie électrique, en vision ordinateur, et je suis devenu un ingénieur. J'ai commencé à travailler à Boston, aux Mhm. États-Unis. Donc j'ai fait une maîtrise, un bac à l'Université Northeastern à Boston. J'ai fait une maîtrise et un fellowship à l'Université du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Mhm. Et après, j'ai travaillé dans le domaine des semi-conducteurs, donc C'est des d'actualité en plus. microprocesseurs. Voilà, essentiellement, je développais des microprocesseurs qui convertissaient, dans le fond, euh, le monde analogique en monde numérique. Mhm. Et, euh, et voilà, C'était quoi à l'époque? Plus pour c'est, des gamers ou c'était déjà des trucs qu'on implémentait ah, dans... non, à l'époque, c'était vraiment, en fait, on était avant-garde, on parle au milieu des années Mhm. 90. Donc, essentiellement, nos puces étaient utilisées principalement dans des secteurs comme les télécommunications, tout ce qui est sonar, de domaine militaire, un Domaine système de régalien, quoi, c'est navigation. sensible quand même. Voilà, exact. Donc après, ça a été utilisé dans les systèmes audiovisuels, donc tout ce qui est le son, le numérique. Et essentiellement, c'est de là que j'ai développé cette expertise-là dans traitement de signal, acquisition et traitement de signal. Voilà. Donc c'est ça, ça m'a amené à faire une carrière dans les technologies où est-ce que vraiment j'ai vu à quel point nous, les Noirs, on n'est pas présents. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité énorme. Donc ce n'est pas par hasard que je suis devenu entrepreneur en technologie de pointe. Parce que bon, du moment, ce qui est fantastique quand tu as un métier, ils peuvent ne pas aimer ta couleur de peau, ils peuvent ne pas aimer ton accent, ils peuvent ne pas être en mesure de prononcer ton nom, Ils mais peuvent rien faire dans les contre tes faits, ton performances. expertise parle. Donc, ton expertise, la rareté de ton... Et plus tu es spécialisé. Moi, je suis spécialisé, pas juste en technologie de pointe, mais en technologie de pointe très, très, très pointue.
Donc là, on parle de microprocesseurs, mais aussi de logiciels d'intelligence artificielle, de ordinateurs quantiques. Donc des secteurs très pointus où est-ce qu'il y a très peu d'experts. Et c'est comme ça que je me suis développé une réputation internationale Mais dans un comment créneau. est-ce que tu es allé dans cette expertise-là, en tout cas dans le détail de cette expertise-là, étant donné que, OK, pour les gens aujourd'hui, ça peut paraître logique, de parler d'intelligence artificielle, de semi-conducteurs, notamment avec, des boîtes comme Nvidia. Mais à l'époque, pour, heu, pour ma mère, par exemple, ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, si tu parles semi-conducteur ou, intelligence artificielle, il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'est pas très concret, quoi. Donc, comment est-ce que toi, Pas tu très commun. réussis, surtout d'où tu viens, à te diriger vers ce secteur qui n'est pas forcément mainstream? Est-ce qu'il y a une influence Bon, de tes parents? Je sais pas, on n'en a pas parlé. Est-ce que eux, ils ont fait ce type d'études-là? non, 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 pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai traité ma carrière, mon développement comme un athlète professionnel. Et donc, et un jour, je vais écrire un livre là-dessus, c'est l'aptitude compétitive. C'est-à-dire, je vais faire un parallèle Vous l'avez au noté, hein, foot, c'est au dans mon soccer. podcast qu'on a annoncé ça, le bouquin. Euh, donc, le soccer en Amérique du Nord, le foot en D'accord, Europe, ouais. ou partout dans le monde. Donc, si tu veux jouer dans la Champions League, il faut que tu te mettes dans un contexte pour être en mesure de pouvoir jouer dans la Champions League. Alors, la Champions League, la Ligue des Champions, elle se joue en Europe. Donc, tu as bien beau être un très bon joueur au Cameroun ou un très bon joueur en Côte d'Ivoire ou en Haïti ou même au Canada, si tu ne vas pas En Europe, en dans, Espagne. en Europe, les chances pour toi de jouer dans la Ligue des Champions sont presque nulles. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, une fois que tu es en Europe, si tu veux gagner la Ligue des Champions, si tu veux vraiment, il faut que tu ailles en Angleterre, il faut que tu ailles en Espagne, il faut que tu ailles en France, il faut que tu ailles en Allemagne, dans les grandes ligues, en Italie. Donc, tu as bien beau jouer en Norvège, puis tu joues dans la Ligue des Champions parce que, bon, tu es champion en Norvège, c'est le fun, mais la probabilité que tu gagnes la Ligue des Champions, elle est très minime. Donc, il faut que tu te mettes dans un environnement propice à ce que tu puisses développer ton talent, mais aussi avoir des collisions à tous les jours, te mesurer avec les meilleurs. Alors, du moment que je voulais aller dans les techs, le réflexe, c'est quels sont, quels sont les marchés où le tech est en évolution. Ben, il y avait deux marchés en Amérique du Nord, c'était Boston et c'était la Silicon Valley. Donc, j'ai fait mes études à Boston. Donc, et une fois des études, je me suis aussi posé la question, quelle est la meilleure université que si je rentre dedans, qui va augmenter la probabilité que je gagne la Ligue des champions des technologies? Well, le Massachusetts Institute of Technology, c'est La la référence. référence. Donc, alors, je suis rentré dans l'écosystème, dans le circuit. Une fois que tu es dans le circuit, ben, c'est là que tu côtoies les inventeurs de demain. Donc, tu as des gens qui travaillent sur des problèmes complexes et complexes. Et comme moi, je suis rentré dans les semi-conducteurs, les semi-conducteurs et les logiciels, essentiellement, c'est ce qui font développer l'économie actuelle. Et donc, il n'y avait pas de hasard là-dedans. C'était vraiment très planifié depuis le début, d'aller dans les technologies de pointe. Mhm. Et les semi-conducteurs, c'était le secteur de l'avenir. Mais pour faire fonctionner les semi-conducteurs, ça prend de logiciels. Et il y a différents types de logiciels. Et l'intelligence artificielle, c'était une question de temps avant que l'évolution se passe. Mhm. On en parlait déjà il y a 30 ans, mais ce n'était pas aussi avancé. Donc, on a fait des avancements majeurs avec tant les circuits intégrés que les logiciels, les réseaux de neurones. Donc, voilà. Alors, ceux qui veulent jouer dans la Ligue des grands, il faut se donner un contexte de référence et être dans la Ligue des grands. Tu as bien beau être le champion chez toi, mais si ton cercle de référence c'est limité au local ou au national, il faut que tu ailles à l'international et te mesurer au meilleur. Et c'est intéressant.
quand on se mesure au meilleur, c'est là qu'on est capable de réaliser que tout est possible, qu'ils sont pas si forts plus forts que moi. Ils Mhm. sont juste les meilleurs outils, meilleurs encadrements. Et moi, à talent égal, ben, je vais toujours I'll back myself. Super. Yes, c'est super intéressant comme cette approche que tu as de te donner les moyens bah, d'être le meilleur dès lors que tu as choisi l'industrie ou le périmètre dans lequel tu veux performer. Euh, du coup, Oui, il faut se mesurer au meilleur faut, pour savoir si on est en mesure en fait, pour réussir à grande échelle, il faut jouer dans la ligue des grands. Il faut se mesurer au meilleur. Et donc, moi, c'est ce que je me suis toujours permis, le luxe de me mesurer au meilleur de mon industrie afin de voir où est-ce que je me mesure, mais aussi d'apprendre. mhm. Parce que quand que tu côtoies les meilleurs et les meilleurs, ben, finalement, tu finis par apprendre et par développer des réflexes que, en temps normal, tu ne développerais pas dans un environnement moins compétitif. Mais j'imagine qu'avec ce niveau de compétition-là, même si je sous-estime pas hein, tes capacités, mais dès lors que tu arrives comme ça au MIT, forcément, tu as les meilleurs du monde